tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Francisca Lindon du service RH de EPI. Je suis notamment en charge de la mobilité interne et à ce titre, je suis depuis de nombreuses années l'évolution de l'outil de recrutement du groupe. Et nous avons pensé qu'il serait bon d'inviter la DRH Group à nous dédier, à nous, la BUEP, une présentation des astuces, des nouveautés de cet outil indispensable aux candidats qui est la plateforme des offres d'emploi interne dans sa nouvelle configuration. Et nous remercions beaucoup la DRH Group d'avoir répondu présent à notre appel. Et je donne la parole à Vincent Pochon qui va vous en dire davantage. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Pochon, donc de la DRH Group. Donc nous allons venir avec mon équipe, qui est une équipe qui est en train de se constituer autour d'un dispositif que nous avons lancé à partir du mois de septembre, qui s'appelle NG Mobility. Ce dispositif souhaité par le groupe doit venir en appui de l'animation de la mobilité au sein du groupe, en appui des entités, pour créer une nouvelle dynamique et être dans une phase un peu plus offensive sur un certain nombre de sujets autour de la dynamique de la mobilité des collaborateurs. Donc l'objet de la réunion, c'est de vous présenter effectivement un outil qui va vous permettre à la fois de vous rendre visible en tant qu'acteur de votre mobilité et d'avoir une visibilité sur les offres effectivement d'emploi qui sont disponibles dans le groupe. Donc un outil, c'est important, c'est essentiel pour vous aider effectivement à vous accompagner dans cette dynamique-là, mais ce n'est pas suffisant. On a managé quand même l'ensemble, avoir une communication dynamique auprès des différents acteurs et surtout mettre en mouvement effectivement les différentes entités de l'entreprise pour pouvoir répondre donc à l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Donc avant d'avoir la démonstration de l'outil, c'est pour rappeler un certain nombre d'engagements et de principes du groupe en matière de mobilité, qui sont au nombre de 5 grands principes que vous retrouverez au travers de la présentation et de l'outil également. Le premier principe, c'est la transparence du marché interne de l'emploi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des postes qui sont à pourvoir dans l'entreprise sont visibles de tous et sont visibles donc au travers de OneHR. Il y a une obligation de publication de l'ensemble des postes qui sont à pourvoir dans l'entreprise. Deuxième grand principe, c'est une priorité aux salariés de l'entreprise. Faire de la mobilité, animer une mobilité interne, sans rendre les salariés du groupe prioritaire sur ces offres-là, ça serait quand même assez compliqué. Donc aujourd'hui, vous serez prioritaire sur l'ensemble des postes ouverts dans l'entreprise. Un droit à la confidentialité dans la démarche de mobilité, qui sera peut-être une démarche vraisemblablement peut-être nouvelle pour un certain nombre d'entre vous. Il y a un principe de confidentialité qui fait que si vous souhaitez, surtout dans les premières rencontres et dans les premiers entretiens, lorsque vous aurez identifié les premiers postes, que cette démarche, cette mise en mouvement reste confidentielle vis-à-vis de l'entreprise et de votre management, c'est un principe donc qui est que vous pouvez un droit que vous pouvez faire jouer, bien entendu. Et ensuite, dans la poursuite de votre parcours et d'entretien que vous pourrez avoir, donc, bien entendu, la démarche de confidentialité aura moins de sens puisque vous serez dans une dynamique d'échange avec vos différents interlocuteurs et vos managers.
Le quatrième point concerne donc l'engagement réciproque des parties, dans le sens où lorsque vous aurez une proposition d'acceptation, une proposition donc, de poste qui vous serait fait dans notre entité, votre prise de fonction est immédiate, n'est pas soumise à des périodes d'essai. Et il n'y a pas donc de période entre guillemets d'adaptation et d'essai. La clarté des conditions de transfert, ça veut dire quoi? Là aussi, lorsque la mobilité donc, est conclue, il y a un contrat de travail qui doit vous être donc, soumis, et au préalable, vous avez toutes les informations, bien entendu, sur les aspects rémunération, sur les aspects donc, du contrat local qui va s'appliquer. Donc là aussi, avant de conclure cette mobilité, il y a une transparence totale sur les différents aspects du contrat de travail qui vous sera proposé. La mobilité dans le groupe, c'est une réalité, puisque aujourd'hui, là c'est les données de 2015, on est à peu près sur les mêmes ratios. C'est, vous le voyez, plusieurs milliers de mobilités réalisées, 6 000 en 2015, avec des mobilités qui se situent à différents niveaux. On a de la mobilité effectivement inter-entité, inter-BU, inter-branche. C'est vrai que la mobilité inter-entité représente les plus gros volumes de mobilité interne, mais les mobilités inter-BU et inter-branche représentent aussi, il faut le mettre à l'échelle un peu des volumes, une réalité en tout cas que l'on veut aussi renforcer. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. Sur le marché interne de l'emploi, parce que ce qui est important, c'est que vous puissiez identifier rapidement ce qu'est ce marché interne en ayant accès aux offres. L'outil de démonstration qui vous être faite juste après vous montrera comment vous pourrez le visualiser. Ce marché interne de l'emploi, il est conséquent puisque c'est entre 10 et 11 000 offres qui sont publiées quasiment chaque année, qui concernent l'ensemble des métiers du groupe, l'ensemble des BU, avec des BU qui sont un peu plus marqués en termes de volume, mais ce sont des grosses BU. Hein. Si on prend France B2B, bien entendu, France B2B a une offre conséquente, hein. C'est 40 000 salariés, c'est une grosse BU. En tout cas, toutes, effectivement, on couvre tout le champ des activités sur l'ensemble donc de nos implantations. Alors, juste une précision, Oui. Vincent, ce chiffre de 2,5 candidatures concerne les candidatures internes. Donc on a mis un focus pour vous donner une représentation du nombre moyen de candidats internes, donc de collaborateurs internes, qui sont amenés à postuler sur ces offres-là. Voilà, donc c'est pour ça que le chiffre paraît un peu faible. Bon, en tout cas, il y a un marché qui est dynamique. Il y a des postes à pourvoir dans l'entreprise. Maintenant, voilà, notre enjeu, c'est d'améliorer cette rencontre de l'offre et de la demande, de mettre en visibilité effectivement ces opportunités qu'il y a, qui sont de vraies opportunités, sur lesquelles on veut être acteur aussi pour vous accompagner effectivement dans cette prise de fonction. Voilà. En tout cas, ce n'est pas, c'est un marché que l'on connaît bien. On va rendre visible auprès de vous, à vous aussi, au travers de l'outil et de démarches comme celle-ci, de vous rendre visible et à votre tour sur ce marché. Bon, les offres, je vais passer vite. Elles couvrent toutes les familles pro. Voilà, bon, maintenant on va passer à la partie outils. En tout cas, vous pouvez compter sur les équipes de pays, en premier lieu, les équipes RH de pays qui sont quand même à la manette
et au pilotage donc, de ce projet. Et elles-mêmes peuvent compter sur la DRH Group pour les accompagner dans ce projet de transformation. Merci. Cadre de partenariat historique avec Suez, la possibilité aussi pour les collaborateurs Engie d'accéder aux offres du groupe Suez. Alors, dans la présentation, les liens seront actifs et non cliquables. Donc, vous pourrez aller directement sur la bourse des offres Suez, enfin les offres d'emploi Suez, et créer votre compte spécifique pour y accéder. Et pour les collaborateurs titulaires sous statut des IEG, effectivement, il existe la bourse des IEG, qui est un mode consultatif des opportunités de toutes les entreprises adhérant à ce statut-là. En rappel, les collaborateurs en CDI, effectivement, sont éligibles à la mobilité et peuvent postuler aux offres d'emploi internes du groupe. Comment se connecter? Tout d'abord à OneHR, parce que OneHR, c'est un espace où on retrouve des processus communs, dont le processus recrutement-mobilité avec les offres d'emploi et vos dossiers candidats. Donc je retrouve le lien soit dans Horizon, soit dans la présentation ici, puisque le lien sera actif. Je vous encourage à l'enregistrer dans vos favoris, comme ça, ça permet, et c'est tout l'intérêt de OneHR aussi, c'est d'avoir un seul accès unique et sans avoir à répéter des mots de passe, des identifiants, comme précédemment. Donc je vais vous faire tout à l'heure une démo très pratico-pratique de l'outil, mais dans une perspective de mobilité. Alors, je vais mettre le focus sur certains trucs et astuces qui peuvent être les plus utiles pour ne pas perdre de temps et valoriser sa candidature et sa recherche d'offres. Donc, OneHR, les avantages, c'est accessible à toute heure du jour et de la nuit, où vous soyez, sur tout type de support informatique. Première petite astuce. Pour télécharger des documents, CV, lettres de motivation ou pièces jointes, il est recommandé d'être sur un PC fixe et de ne pas utiliser la tablette ou le smartphone. Voilà, mais globalement, quand on fait ce genre de manip, on est plutôt au calme, soit chez soi, soit dans le cadre professionnel. Voilà pour l'accessibilité facile. Et donc là, c'est une démonstration. Ça fait pause. C'est une démonstration qu'on a enregistrée, qui va comprendre deux parties. La première partie, c'est comment accéder aux offres d'emploi, les sélectionner, les identifier en fonction de votre projet de mobilité et de sa maturité. La deuxième partie de la vidéo, c'est une vidéo, donc sera sur comment je mets à jour les informations de mon profil et je suis les différentes étapes pour avoir un profil à jour et accroître sa visibilité auprès des recruteurs. Elle a été enregistrée pour la première partie sur ce qu'on appelle la base de production, donc la vraie vie de OneHR Recruiting aujourd'hui. Quand je clique, donc il y a 3 jours de décalage, donc vendredi dernier, vous verrez le nombre d'offres tel qu'il est aujourd'hui présent dans OneHR Recruiting. Sur la deuxième partie, ce sera un compte pseudo Amanda Smith, qui est collaboratrice dans notre scénario, pour ne pas utiliser, à des fins de confidentialité, de ne pas utiliser un vrai compte existant d'un collaborateur. Donc on a recréé les conditions du réel, mais représentées par Amanda Smith. Donc, je clique sur l'icône ici, Job Offers. Vous avez bien sûr l'environnement en français, hein, mais là on a choisi l'environnement anglais. Voilà. Donc voilà, voilà. Après je vais s'étaler. Donc par défaut, on arrive ici sur tous les jobs qui sont présents et triés par date de fraîcheur. Ensuite, quand vous serez sur cet onglet-là, vous pourrez modifier votre organisation. Mais par défaut, vous avez tous les postes et en vertical, vous avez des filtres qui vous permettront, enfin en horizontal, pardon, des filtres pour affiner votre recherche, ainsi que en vertical. Donc, quand vous cliquez, je ne sais pas si vous êtes allé récemment sur OneHR Recruiting, mais quand vous cliquez sur l'intitulé de l'offre, c'est un lien actif qui vous permettra d'avoir tout le descriptif ensuite de l'offre.
une information qui est très utile, et c'est, je dirais, la première astuce, c'est, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, c'est, voilà, c'est ici, vous avez English, 535 offres. N'hésitez pas, en fonction de votre projet, mais aussi pour avoir une visibilité du marché interne global, à cliquer sur les langues ici, French. C'est quoi? C'est des posts qui ont été diffusés en français. Votre interface ici est en anglais, donc par défaut, les offres sont présentées en langue anglaise. Mais il peut y avoir d'autres offres qui représentent d'autres posts qui sont en langue française, Dutch ou enfin néerlandaise ou autre, qui peuvent vous intéresser. Ensuite, la recherche mots-clés. Elle est hyper intéressante pour aller chercher le mot-clé qui sera présent dans tout le descriptif de l'offre, depuis l'intitulé jusqu'à la fin du formulaire de l'offre. Donc quand je clique Engineer, je vois que effectivement j'étais en entonnoir, j'ai 88 offres qui contiennent ce mot-clé. Après, je peux affiner avec les filtres verticaux par localisation ou en tapant ici une ville. Par organisation, si mon projet est très clair et que je sais que je veux aller dans la BU X, je peux aller chercher les offres et voir le marché de la BU X. Quand mon projet, pour l'instant, est à l'état de réflexion, mon conseil, ce serait de ne pas forcément cliquer sur une entité, de façon à avoir une visibilité assez large de ce qui est proposé par les différentes entités. Ensuite, vous pouvez coupler ou pas avec les job fields, qui sont les familles professionnelles. Aujourd'hui, il y a 23 familles professionnelles et tout recruteur doit en choisir un minimum, enfin, ne peut en choisir qu'une. Donc, si dans ma recherche, je suis trop sélectif, parfois je peux passer à côté d'une offre, parce que mon profil est Engineering Project, mais aussi IT. Si je n'ai choisi que Engineering Project, je peux passer à côté d'offres qui ont une double compétence. Donc au démarrage, mixez les critères et vous aurez une vision du marché, une représentation du marché la plus réaliste possible. Job type, c'est le contrat souhaité. Donc, si vous êtes en CDI, vous pouvez déjà précocher aussi CDI. Mais ça peut être utile à un moment donné de se dire qu'est-ce qui se passe sur d'autres contrats. Et la nature de responsabilité, alors elle n'est pas vraiment pertinente pour une recherche. Pourquoi? Parce que les recruteurs parfois doivent cocher une nature de responsabilité, mais elle ne correspond pas forcément avec la vôtre. Ce serait dommage de rater ou de passer à côté d'une opportunité sur ce seul critère-là. Donc voilà, on en parle, mais essayez, testez, mais il se peut que ce ne soit pas toujours pertinent en termes de résultats. Est-ce qu'il y a le nombre d'années d'expérience ou pas sur les critères? Non. Non, c'est un critère qui n'est pas utilisé. L'idée étant quand vous visualisez une offre, de lire effectivement ce qui est marqué dans le profil en termes de nombre d'années d'expérience souhaitées. Mais je dirais qu'on ne va pas se cantonner entre... Souvent les offres, elles sont entre 3 et 15 ans d'expérience. Si vous avez plus de 15 ans d'expérience, on y va quand même, on postule parce que ce n'est pas nécessairement un critère déterminant ni rédhibitoire pour filtrer votre candidature. Donc on le laisse ouvert de façon à ce que vous ayez une visibilité du marché au-delà des indications spécifiées dans le profil. Donc ensuite, pour bien préparer ma mobilité, je mets à jour My Profile avec un E. Et comment je fais pour mettre à jour mon profil? Donc on va voir la manipulation technique ici. L'idée étant que on peut faire les deux choses à la fois, analyser le marché et préparer sa mobilité. Alors pour accéder au profil et à la mise à jour des informations, cliquez bien sur Profile et c'est le seul moyen d'accéder à la mise à jour de vos informations. Donc vous arrivez sur différentes étapes. Alors là avec la démo ça va paraître un petit peu long mais en fait c'est plutôt rapide.
Si vous arrivez pour la première fois sur cet espace, vous aurez un onglet ici « Upload ». Comme Amanda Smith est déjà venue plusieurs fois sur son compte, elle ne l'a plus. Qu'est-ce qu'on trouve dans Upload? La capacité de télécharger certaines informations depuis votre profil LinkedIn ou votre CV format électronique. Ces informations sont les intitulés de formation et les intitulés d'expérience. J'y reviens après. Comme je suis collaborateur, j'ai un compte candidat, forcément. Tout collaborateur a un compte candidat avec quelques informations, son nom, son prénom, son adresse mail. Donc le reste, c'est vraiment à votre main et c'est à vous d'utiliser le wording qui vous met le plus en valeur pour compléter tous les champs. Ici, chaque champ avec un astérix est obligatoire à remplir, donc place of residence, donc lieu de résidence. L'adresse email est déjà pré-remplie. Ici, troisième astuce, je crois qu'on en est au numéro 3. Cochez bien yes si vous souhaitez être contacté par un recruteur. Parce que les recruteurs, au-delà de poster des offres, ils vont aussi dans la base le vivier NJ et ils pourront contacter les collaborateurs internes dès lors qu'ils ont coché oui, j'accepte d'être contacté. Sinon, la règle veut que le recruteur ne contacte pas le collaborateur. Ensuite, vous avez un autre critère qui est important de remplir, c'est le type de contrat, tout comme on l'a vu pour la recherche d'offres, il y a un pendant dans votre profil, c'est je cherche un CDI. Pourquoi? Parce que si vous abonnez à l'alerte mail pour recevoir les offres, c'est le premier filtre qui vous permettra de recevoir des offres en CDI. Je ne vais pas rechercher un poste d'alternance, donc je ne vais pas cocher ce poste-là. Donc là, normalement, voilà, vous pouvez remplir ça, mais ce ne sera pas un critère forcément de matching de l'offre et du candidat. Donc l'outil est assez bien fait pour rendre un matching plutôt large. Préférence, c'est toujours pour signaler au recruteur qui va aller voir votre dossier de façon proactive dans le vivier ou lorsqu'il regarde votre candidature, signaler vos préférences en termes de job fit, donc les familles professionnelles. Vous pouvez en utiliser plusieurs. Et ça permet aussi à l'alerte mail de cibler, 1, les CDI si on l'a précoché avant, 2, moi recruteur, je poste une offre en CDI dans la catégorie Engineering Project. C'est déjà les 2 premiers critères qui vont vous permettre, si vous avez coché ces préférences, de recevoir automatiquement cette offre. Je continue. Et la 3e préférence qui permet à l'alerte mail de fonctionner et que vous les receviez en fonction de ce que vous avez pré-coché, c'est la localisation souhaitée, la zone géographique souhaitée. Donc, soit vous êtes large, soit vous êtes plutôt fin. Peut-être se cantonner au niveau région, parce qu'après c'est le niveau ville. Donc si je veux travailler à Melun et que à Melun, peut-être que mes opportunités seront un peu plus restreintes. Ensuite, je continue. Et c'est presque fini. Pour la mise à jour là, du profil, il manque une action importante, c'est, voilà, je vais parler de mon parcours. Donc ça, c'est un champ de formulaire qui est très succinct, parce que l'objectif, c'est que le collaborateur candidat ou en mobilité puisse exprimer plus largement les informations dans un CV. Donc là, si vous avez cliqué sur Upload LinkedIn, ça va télécharger ces informations. N'hésitez pas de les vérifier et de remettre à jour des dates, des intitulés. Vous pouvez aussi cliquer sur Select et avoir déjà une base de données à sélectionner, mais si vous voulez taper en texte libre, vous pouvez taper en texte libre. Ici, pareil, le téléchargement si upload de LinkedIn de votre employeur et de la Job Function. Le conseil, c'est d'avoir un descriptif de poste, un intitulé de poste qui soit représentatif de votre projet de mobilité ou du poste que vous occupez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de reprendre exactement le contrat de travail, mais d'avoir un intitulé de poste qui soit évocateur par tous les recruteurs et managers du groupe. Ensuite, les pièces jointes. Donc la pièce jointe obligatoire, c'est le CV.
que vous aurez travaillé et dans lesquels vous allez valoriser vos réalisations, vos expériences, vos réussites. Et vous pouvez joindre aussi dans votre dossier plusieurs autres pièces jointes qui peuvent être une lettre de motivation, une explication de votre projet professionnel avec vos principaux atouts. Ça peut être un relevé de carrière, fiche carrière pardon, pour les salariés titulaires des IEG ou d'autres documents qui mettent en valeur vos atouts professionnels. Et vous pouvez ajouter des commentaires complémentaires. Et là, ça y est, c'est fini. La fiche ici récapitule toutes les informations que vous venez de saisir. À chaque moment, donc on retrouve les principales étapes. Vous pouvez cliquer sur « Edit » ou « Modifier » pour ajouter les informations. Voilà. Et « Submit ». Donc en français, ce sera « Soumettre ». Soumettre pour valider la création de votre dossier et le rendre visible au recruteur qui irait dans la base et qui vous permettra ensuite d'utiliser ces informations-là pour postuler. Donc, ici vous avez le Customer Support, puisque on sait que c'est un nouvel outil. Vous pouvez avoir des questions liées à que j'ai postulé depuis 15 jours, j'ai pas de réponse, que se passe-t-il? Utilisez le support. Alors c'est peut-être parti un peu vite, mais voilà, vous avez un formulaire à répondre. Il y a une équipe dédiée qui va prendre en charge cette question, cette interrogation, que ce soit technique ou d'ordre process, pour vous apporter la meilleure réponse. Et là, je crois que c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Excusez-moi. Je n'ai toujours pas postulé. Je viens de créer mon compte, mettre à jour mon profil, et je reviens à ma recherche mots-clés qui était bien, et je me souviens qu'elle était plutôt pertinente. Donc, je ressaisis cette information. Je vois que ici, j'ai déjà postulé à cette offre-là, mais Engineering Manager, ici, le lien est actif, donc je peux cliquer sur Apply. Je n'ai pas besoin de revoir l'offre parce que je l'ai déjà vue et donc je suis sûre que je veux postuler. Premier écran de postulation, les accords de confidentialité, plutôt classiques, qui reprennent la posture de process de recrutement du groupe. Alors je reviens exactement sur le même écran que tout à l'heure, donc je vous épargne les informations. Néanmoins, pour la pièce jointe, l'étape pièce jointe, il est important peut-être de mettre à jour le CV, de le personnaliser en fonction de l'offre et des compétences requises, et de mettre le focus sur le descriptif de l'offre et les attendus du poste, ainsi que la lettre de motivation. Donc le conseil, ce serait de revenir sur ces étapes et de mettre un focus en termes de travail et de réflexion sur quel CV, quelle lettre de motivation serait la plus adaptée par rapport à cette offre-là. Et ensuite, je refais Submit, soumettre pour valider ma candidature et elle est reçue dans l'outil par le recruteur. Et vous recevez une information comme quoi, un accusé de réception, comme quoi votre candidature est bien partie. Vous retrouverez également ici le fait que vous avez candidaté, postulé, et ici l'historique de vos actions dans l'outil. Alors il se peut qu'il y ait des candidatures encore en brouillon et non finalisées, vous les retrouverez aussi ici. Je vais laisser dérouler la vidéo et c'est bientôt fini. Donc voilà, j'ai un peu anticipé, mais ça c'est le fameux formulaire de l'équipe support qui vous permet de détailler votre question, d'indiquer de quel BU vous êtes rattaché, à quel BU vous êtes rattaché, et pareil d'envoyer votre demande. Donc les demandes sont traitées par une équipe d'hommes et de femmes derrière. Il se peut qu'il y ait parfois quelques délais de réponse, mais on a été bien rodé là, avec le lancement de OneHR sur les 145 000 collaborateurs, et on a déjà des réponses qu'on peut vous apporter assez rapidement. Donc, pour récapituler, les principales astuces, c'est jouer avec les critères de recherche des offres et imprégnez-vous des marchés locaux ou même de postes que vous ne connaissiez pas parce qu'il y a des compétences peut-être transférables par rapport aux vôtres.
consulter bien toutes les offres d'emploi dans toutes les langues, se mettre en visibilité, vérifier ses préférences par rapport au push email et éventuellement les ajuster. Le conseil aussi, ce serait de ne pas faire uniquement un abonnement à l'alerte mail, mais de régulièrement relancer des recherches dans l'outil, de compléter les deux possibilités pour avoir un maximum de possibilités d'identifier une opportunité intéressante. Et avant tout, last but not least, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une réflexion, de mener une réflexion sur son projet, de savoir quels atouts je peux valoriser, d'identifier la transférabilité de tout ce que vous avez déployé comme activité professionnelle, comme compétences professionnelles au cours de ces années pour savoir ce qui peut intéresser un recruteur interne et travailler le discours en étant le plus convaincu possible que ce que vous allez proposer, c'est différenciateur et c'est adapté à l'opportunité d'emploi proposée au sein d'Engie. Voilà, et donc nous passons aux questions-réponses. Oui, juste à chaque fois que je vais répondre à une offre d'emploi, que je vais uploader mon CV ou une lettre de motivation, ça va écraser l'ancienne. Non, c'est en fait. Ce sera la première partie de je mets à jour mon profil, c'est finalement mon profil générique pour être vu par un recruteur qui va dans la base parce qu'il n'a pas identifié le collaborateur ou aucun collaborateur n'a répondu à son offre d'emploi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans la base pour identifier des collaborateurs avec des mots-clés et ça fonctionne exactement de la même façon côté recruteur. Donc là, il va ressortir, visualiser votre dossier avec le CV générique et la lettre de motivation générique. Quand vous répondez à une offre d'emploi avec des documents attachés spécifiques, le recruteur ne verra que ces documents spécifiques. Oui. Une petite question sur certaines offres, des fois on n'est pas sûr d'avoir le bon profil et on a besoin d'informations complémentaires. Est-ce qu'il y a possibilité de contacter est-ce qu'il y a les coordonnées du manager ou du recruteur qui là, c'est à la main du recruteur ou du manager quand il saisit son formulaire d'offre d'indiquer ou pas que telle personne, RH ou manager, peut être contactée pour plus de précision. Donc, et puis c'est pas une pratique systématisée. Donc parfois vous aurez l'info, parfois vous ne l'aurez pas. Mais dans le cadre de l'accompagnement par les équipes EPI, j'imagine qu'on arrivera à trouver les réseaux pour avoir les informations manquantes. Non mais juste pour lui répondre, dans l'intranet et via l'internet, tu vois toutes les BU, tu vois les organigrammes de identifier la DRH en question, on les trouve assez facilement. Oui, alors certains DRH sont très très grosses et pour identifier le recruteur qui vient de poster l'offre et qui est en lien avec le manager, voilà, mais c'est une première réponse. Il faut tester cette réponse-là aussi. Justement, je reviens sur les filtres, sur les catégories en fait, de métiers. Est-ce qu'il y a une définition, est-ce qu'on sait à peu près ce que ça regroupe? Pour être sûr, justement, parce que c'est vrai qu'il y a 3 familles de métiers. Ouais, sur les familles. Mais il y a une fiche. Il y a même le descriptif, parce que justement, il y a des métiers qui peuvent être un peu dans l'un, un peu dans l'autre, un peu. Ça va vraiment dépendre, j'imagine, de la façon dont le recruteur positionne, mais c'est pas forcément compréhensible en fait. C'est pas forcément la même approche. Vous pouvez avoir une lecture différente et le recruteur a eu un choix qui n'est pas forcément celui de votre lecture. Ouais. Alors il y a des familles professionnelles qui sont simples, achat, logistique, administration. Après quand on est dans engineering projet... Ouais, je ne parlais même pas engineering projet, je parlais chef de projet, alors, gestion de projet. Voilà, mais dans les 23 familles professionnelles qui sont disponibles aux recruteurs pour bien positionner son offre, en projet, il n'y aura que engineering projet. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, moi si j'ai un poste en IT
Je suis recruteur IT, mais je cherche un chef de projet. J'ai un dilemme, je ne dois choisir qu'une famille professionnelle. Donc je vais prendre peut-être celle de l'IT parce qu'il y a une compétence métier spécifique et que ça me parle plus IT. Or, il y a une forte dominante projet, gestion de projet dedans. L'idée, ça va être, dans un premier temps, de naviguer dans la classification telle qu'elle est utilisée par les recruteurs, parce qu'il y a tout un tas de guides qui existent, mais après, dans la vraie vie du recrutement, on n'a pas forcément de guide sous la main, on a une perception propre de son métier avec des compétences phares. Donc IT, projet, j'ouvre les deux. Je peux aussi aller voir ce qui se passe en installation-production, parce qu'on peut aussi gérer un projet en installation-exploitation. J'ai plus forcément le Donc on a intérêt à filtrer sur les fonctions comme ça. Dans un premier temps, Oui, sur plusieurs familles de métiers, on a intérêt à ratisser large. C'est vrai que les 23 familles, elles ne collent pas forcément pour tout le monde. Il y a beaucoup de métiers qui peuvent être à cheval sur plusieurs familles professionnelles. Donc c'est à nous de jouer avec cette classification qui a été imposée par le groupe. Mais voilà, par contre, la définition des différentes familles, on la trouve sur le site de la DRH. Bravo, merci.